Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Et bonne année, tout d'abord, tous mes voeux pour l'année 2022 qui vient de démarrer. Première vidéo de l'année 2022, soit dit en passant. Tous mes voeux de toutes sortes, santé, bonheur, réussite, etc. bien sûr. Et puis voilà, en espérant le meilleur pour cette année, en espérant que ce soit meilleur que les années précédentes, nous verrons bien. Enfin, donc partons maintenant dans ce nouvel épisode de Coin Recherche, toujours sur la saison 1, où nous tentons de parler en tout cas de retrouvabilité de Jordan pour certaines sous-catégories de modules sur des algèbres aimables. Durant les précédents épisodes, nous avons pu voir beaucoup de choses. Donc ce que sont les algèbres de chemin, ce que sont les représentations, ce que sont les catégories, ce que sont les modules et le lien entre modules et représentations pour les algèbres de chemin. Et ce lien descend également vers les algèbres aimables. Donc nous avons vu au dernier épisode, l'épisode précédent, ce que sont les algèbres aimables. Et donc là, la question sur laquelle je vous ai laissé était la suivante. Quelles sont les représentations, les modules d'une telle algèbre aimable, les représentations d'un carquois à relation aimable? Et donc pour répondre à cette question, nous allons avoir besoin d'introduire un peu de combinatoire. Et donc voilà pourquoi cet épisode s'appelle ainsi. Nous allons parler de cordes et de bandes sur un carquois aimable. Et en fait, ces cordes et ces bandes, c'est grâce à elles qu'on va pouvoir décrire ce que sont les représentations et donc ce que sont les modules d'une algèbre aimable. Ok, alors pour vous expliquer comment ça fonctionne, ces histoires de cordes et de bandes, je vais vous faire un exemple, et puis je vais vous dire quelles sont les cordes, quelles sont les bandes, et expliquer un petit peu ce que c'est, puis ensuite donner une définition propre de ce que c'est, puis après on pourra faire quelques exemples juste pour bien comprendre la notion. Donc je vous propose l'exemple, un premier exemple, on va peut-être en faire plusieurs je pense, un premier exemple assez bête qu'on a déjà pu rencontrer, qui est le carquois suivant. Prenons le carquois comme ceci. Ok. Je vais peut-être juste changer cette flèche par une flèche dans l'autre sens. Ok, alors la question que je vous pose, c'est quelles sont les marches que vous avez la possibilité de faire sur ce carquois. Alors quand j'entends marche, c'est pas tout à fait la même chose que chemin. Ce que j'appelle marche ici, ça va être en quelque sorte des chemins, sauf que vous avez le droit de suivre des flèches inverses. Alors par contre, il y a quand même des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Par exemple, vous n'avez pas le droit de faire bêta, puis bêta moins 1. Vous n'avez pas le droit de suivre une flèche, puis son inverse. D'accord? La même flèche au sens inverse, si vous préférez. Ok? Je vais parler plus rapidement en disant que quand je suis une flèche dans le sens inverse, je suis la flèche inverse. On pourra comprendre comme ça. Donc la question qu'on se pose ici, c'est quelles sont les marches que l'on peut faire sur ce carquois, et ces marches-là sont exactement les cordes. Ok? Alors les cordes que nous avons pour ce carquois, nous avons les chemins paresseux. Donc ce sont les chemins, pour rappel, pour lesquels on reste sur le même sommet et on ne bouge pas, d'accord, on ne suit aucune flèche. Nous avons les flèches, alpha, bêta, et puis nous avons la marche bêta-1, alpha, que je vais écrire comme la composition de fonctions, d'accord. Donc quand j'écris bêta-1, alpha, ça veut dire que je fais alpha puis bêta-1. Ok? Donc, vous voyez, là, grâce à ça, on voit la différence entre ce qu'est un chemin et ce que va être une corde. Ok, une corde, c'est un peu comme un chemin, sauf que vous allez avoir le droit de suivre les flèches dans le sens inverse. Donc là, c'est exactement ce qui se passe, vous avez suivi la flèche bêta dans le sens inverse. D'accord? Donc celle-ci, c'est une corde qui n'est pas d'un chemin. Ok? Donc voilà ce qu'est une corde. Brièvement sur cet exemple, on va en faire quelques autres juste pour bien comprendre vraiment ce que ça veut dire avoir une corde.
Donc on a ça, et puis un autre truc concernant ces cordes, c'est le window. Donc là on a parlé de toutes ces cordes, du carquois. Je veux parler aussi des bandes, puisque bon, on doit parler également des bandes, mais ici il n'y en a aucune. Il n'y a aucune bande. Donc pour l'instant, bon, on ne voit pas encore ce que c'est une bande. Alors je vais faire un autre exemple pour qu'on se rende compte de ce que ça peut être une bande. Revoyons à présent le carquois de Kronecker. Donc le carquois de Kronecker, c'est le carquois suivant où vous avez deux sommets, deux flèches, et la configuration est la suivante. Vous partez du même sommet pour arriver au même deuxième sommet. Ok, alors là, cette fois-ci, quelles sont les cordes? Alors les cordes, là vous devez vous rendre compte qu'il va y avoir une infinité de cordes. Ok, donc quelles sont les cordes? Alors si je commence un peu à énumérer les possibilités de cordes, je vois que j'ai E1, alpha, bêta moins 1 alpha. D'accord, donc là j'ai alpha, bêta, donc vous faites alpha, bêta moins 1, puis ensuite vous pouvez faire alpha, bêta moins 1 alpha. Donc vous allez de 1 vers 2 en suivant alpha, puis en suivant bêta dans le sens inverse, puis alpha dans le bon sens, et ainsi de suite. D'accord, donc vous aurez très bien compris que vous pouvez partir du sommet 1 et faire un cycle. Donc là vous voyez, il y a une histoire de cycle qui apparaît. Donc là vous avez une infinité de cordes, et également je peux faire une infinité de cordes en partant du sommet 2, puis avec bêta moins 1. Donc je pourrais très bien faire 2, bêta moins 1, alpha, bêta moins 1, on peut avoir ensuite bêta moins 1, alpha, bêta moins 1, etc. Ok, donc ça veut dire que je pars du sommet 2, je fais bêta dans le sens inverse, puis alpha, et ainsi de suite. Ok? Bon. Alors, on pourrait se dire, là, puisqu'on peut suivre des flèches dans le sens inverse, il va y avoir une certaine utilité de identifier les cordes qui sont suivies dans le sens inverse et des choses comme ça. Genre par exemple, si j'étais parti de 2 et que je suivais la flèche alpha, pour arriver au sommet 1, j'aurais suivi alpha moins 1, mais alpha moins 1, je me rendrais compte que c'est un peu la même corde, sauf que je ne l'ai pas lu dans le même sens, c'est un peu la même corde que alpha. On va voir que ça aura un intérêt d'identifier la corde et son inverse en un certain sens, ok, mais bon, voilà, ok, donc j'en parlerai au moment venu. Pour l'instant, on va considérer qu'on identifie sans vraiment motiver la chose, juste motiver la chose en disant, l'objet qu'on est en train de lire, c'est un peu la même, sauf qu'on le lit dans l'autre sens. Mais vous allez voir que le fait d'identifier, vous verrez, en tout cas à l'épisode suivant, parce que je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler ici, vous verrez qu'on peut identifier la corde avec son inverse, et que en fait ça va décrire le même objet, la même représentation en fait. Ok. Donc voilà toutes les cordes possibles de ce carquois, et vous pouvez et encore une fois, et toutes les inverses, donc je vais écrire quand même, et toutes les inverses, mais sachant qu'on va par la suite identifier les inverses, les cordes avec leurs inverses. Alors maintenant, les bandes. Là cette fois-ci, il n'y en a pas zéro de bandes. Il va y avoir des bandes. Et en fait, il n'y en a qu'une seule de bandes. Et les bandes, en fait, c'est un peu comme les marches, comme les cordes, sauf que vous avez l'obligation d'avoir un cycle. Ok, donc en fait, la seule, et ici il n'y a qu'une seule bande, la seule bande ici présente, c'est faire bêta moins 1 alpha. Ok. Et là vous me direz, ouais mais une corde c'est un peu, on voit qu'une bande c'est une corde particulière. Vous n'avez pas tort, en effet une bande est une corde particulière, sauf que les bandes vont représenter des cycles. Les cycles de notre carquois. Les cycles non orientés bien sûr, je précise, car j'avais eu l'occasion d'en parler à la fin de l'épisode précédent. Quand on travaille avec une algèbre aimable, etc., les algèbres aimables sont de dimension finie. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour n'importe quel cycle orienté dans le carquois, il faut qu'il y ait une relation. Donc c'est-à-dire que la composition du cycle doit appartenir à l'idéal. Okay. Là ici, les flèches ne sont pas orientées dans le même sens si je devais suivre le cycle donné par bêta moins 1 alpha. Et donc dans ce cas-là, il n'y a aucune raison qu'il y ait une relation. A priori, il n'y a aucune raison. Il peut y en avoir une. Si, suivant comment je pose les flèches, il pourrait y en avoir une. Mais rien ne m'oblige.
à avoir une relation a priori ici. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ce que je disais, c'est qu'on va distinguer quand même ce qu'est une bande de ce qu'est une corde, un petit peu, parce que on va voir que ça va engendrer des modules ou des représentations un peu particulières, qu'il va falloir vraiment distinguer des cordes, puisque leurs comportements seront différents. Ok, donc voilà ce que sont les cordes et les bandes sur ces exemples. Maintenant, je vais donner la définition précise de ce qu'est une corde, puis de ce qu'est une bande. Alors, définition. Alors, maintenant que vous avez vu ce que signifie un carquois aimable, je vais partir déjà de ça. Donc, soit un beau Q majuscule, QI, un carquois relation aimable. Et je rappelle que Q est fini, au sens où le nombre de sommets et le nombre de flèches est fini. D'accord? Juste pour rappel. Alors déjà, il faut que je décrive ce que je veux parler, enfin ce que je veux dire par flèche inverse. D'accord? Donc soit alpha une flèche du carquois, l'inverse de alpha. Donc ça va être une inverse formelle, au sens où il n'y a pas vraiment, ce ne sera pas vraiment une inverse en termes de l'algèbre. D'accord? Parce que alpha, a priori, n'a pas d'inverse. Hein, puisque là, l'algèbre ici en question, si vous multipliez par alpha, il n'y a aucun moyen de multiplier par un autre objet afin de revenir à 0. Ça va être une inverse formelle en termes de lecture. D'accord? Donc une inverse formelle, c'est pas tout à fait la même chose qu'une vraie inverse. Qu'on soit bien clair là-dessus. Une vraie inverse, ici, il n'y en a pas d'inverse de alpha. D'accord? Dans l'algèbre elle-même, il n'y a pas d'inverse de alpha, parce que si vous multipliez par alpha, il n'y a aucun moyen de revenir à l'identité ou de revenir à l'élément de départ. Il n'y a aucun moyen. Okay? Parce que le seul moyen de continuer, c'est de continuer le chemin, mais continuer le chemin, vous allez ajouter des flèches, des flèches, des flèches, et jusqu'à arriver à 0, puisque à un moment donné, le chemin, il y a un chemin de longueur n, à partir d'une certaine longueur n, si vous faites un chemin assez long, vous allez trouver 0. D'accord? Donc il n'y a aucun moyen, hein. Tous les éléments, toutes les flèches sont ce qu'on appelle des diviseurs de 0. Ce qu'on appelle des éléments du radical aussi. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu plus de choses. Mais voilà, donc, a priori, il n'y a pas d'inverse à alpha. Ok? Là, ici, ce que je vais introduire, c'est une inverse formelle, en termes de lecture de cordes. Ok? Donc l'inverse formelle, je vais bien être précis là-dessus. Donc 2 alpha et alpha moins 1. Et donc, ce sera noté alpha moins 1 plutôt. Et donc on peut définir le point de départ de la flèche alpha moins 1 comme étant le but de alpha et le but de alpha moins 1 comme étant la source de alpha. D'accord? Donc si j'ai une flèche alpha comme ça, c'est exactement ce que j'ai expliqué quand je lis la flèche dans le sens inverse. Et bien ici, lire la flèche dans le sens inverse, c'est de partir de T alpha pour arriver à S alpha. Ok? Donc voilà ce que j'appelle inverse formelle. Et j'insiste encore une fois, c'est pas une inverse en termes de l'algèbre. Alpha n'a pas d'inverse dans l'algèbre. D'accord? Alpha est un diviseur de 0. Comme je l'ai expliqué, là, il suffit de faire un chemin assez long pour obtenir 0. D'accord? Puisque c'est la définition de ce que c'est un idéal admissible, c'est lié à ça. Et puis, bah, comme vous consentez par cet idéal, eh ben, il va t'envoyer vers 0. D'accord? Ok, donc voilà ce que c'est une inverse formelle. Et maintenant, je vais décrire ce qu'est une corde. Alors, une corde de Q est un mot
qui va s'écrire sous la forme ρ égale alpha k epsilon k, alpha k-1 epsilon k-1, etc. jusqu'à alpha 1 epsilon 1. D'accord? Tel que alors, les alpha i sont des flèches. Donc, les alpha i sont des flèches et les epsilon sont des valeurs qui valent soit 1 ou moins 1. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que il y ait, exactement comme pour un chemin, il faut qu'il y ait coïncidence des buts et des sources au fur et à mesure de la lecture. Autrement dit, il faut que le but de alpha i epsilon i ce soit égal à la source de alpha i plus 1 epsilon i plus 1. Donc pour tout i dans un cas compris. Voilà. Autre chose aussi importante, comme je l'ai expliqué, il faut que ρ soit réduit. On dit que ρ doit être réduit au sens où il faut que si epsilon i est égal à moins epsilon i plus 1, ou si vous préférez que epsilon, ouais, je vais peut-être l'écrire comme ça, si le produit des deux epsilon est négatif, eh bien, il faut que alpha i soit différent de alpha i plus 1. Donc ça signifie qu'il est hors de question qu'il y ait un alpha fois alpha moins 1. D'accord, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Il est hors de question que vous ayez ce genre de configuration qui apparaissent dans votre mot. Ok, et donc parmi ces cordes aussi, chose que je n'ai pas précisée, il y a également les mots paresseux, enfin les chemins paresseux. Donc on a des mots de cette forme, donc une corde est soit un mot de cette forme, soit un chemin paresseux. Donc voilà ce que sont les cordes. Et maintenant vous pouvez vérifier avec les exemples que j'ai donnés que tous les exemples que j'ai donnés sont bien des cordes. Ok. Alors après, bon, il y a quelques petites choses sur le vocabulaire que je pourrais ajouter, comme par exemple la longueur d'une corde. Il faut essayer de distinguer le L du ρ, mais la longueur d'une corde, ça sera exactement le nombre de flèches. Donc, K, ça c'est la longueur de ρ. Okay. Donc la longueur d'une corde sera le nombre de flèches qu'il y a dans cette corde. Donc pour un chemin paresseux, la longueur c'est 0. Et puis pour d'autres chemins, voilà, il n'y a pas de... Ok, donc il y a des notions comme ça. Il va y avoir également, enfin on peut aussi introduire d'autres notions, comme la notion de corde maximale, etc. etc. Bon, ici je pense que je vais pas avoir besoin d'en parler. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Et je pense que pour tout ce que je vais dire, je ne vais pas avoir besoin vraiment d'en parler. Mais on peut parler par contre de sous-cordes. Ça va avoir un intérêt. Ah, petit bug. Ouais, je vais peut-être parler quand même de ça. Bon, finalement, je vais quand même introduire les autres points de vocabulaire. Donc, une sous-corde de ρ est une corde sigma de la forme de point sigma égale alpha j, pardon. Oups. Alpha j epsilon j, alpha j-1 epsilon j-1, etc. jusqu'à alpha i epsilon i avec, eh bien on doit avoir k plus grand ou égal à j, plus grand ou égal à i, plus grand ou égal à 1. D'accord? Ou, enfin, c'est une corde de cette forme, mais bien sûr, on peut très bien avoir j égale i, ou alors,
ou alors on peut avoir également un sigma qui peut être un chemin paresseux avec Q égale à un certain... Enfin, avec Q qui doit appartenir à l'un des sommets... Alors, peut-être... Oui, je vais peut-être écrire comme ça. On peut très bien avoir un chemin paresseux également, et ce chemin paresseux correspond exactement à un des sommets qu'on parcourt dans la corde. Ok ? Donc, on peut très bien avoir E, S, alpha, epsilon 1, ou E, T, alpha, I, epsilon I, pour 1I dans un cas. Ok, donc ça, voilà ce que sont les sous-cordes de ρ. Les sous-cordes de ρ sont des cordes, donc ce qu'on appelle aussi des facteurs, hein, puisque ici, quand je prends une sous-corde, il faut que je prenne une suite de flèches, une sous-suite de flèches parmi les flèches que j'ai ici, et cette suite, ça doit être en effet des indices qui se suivent, hein, qui sont consécutifs. Ok, donc voilà ce qu'est une sous-corde de ρ. Et donc oui, je disais qu'il faut que je parle aussi de corde maximale. Donc une corde ρ est dite maximale. C'est comme ça. Donc une corde ρ est dite maximale si et seulement si alpha ρ, alpha moins 1 ρ, ensuite on a ρ alpha et ρ alpha moins 1 ne sont pas des cordes. Pour tout alpha dans Q1. Donc autrement dit, une corde sera dite maximale s'il n'y a aucun moyen d'ajouter une flèche dans la suite qu'on a obtenue de flèches qu'on a sous la main. Donc là, si je reprends l'exemple du premier carquois que je vous ai proposé, bêta moins 1 alpha est une corde maximale. Okay. La longueur de cette corde, c'est 2. La longueur de cette corde, c'est 2. Et puis toutes les sous-cordes de cette corde maximale, bah, on a alpha, on a bêta moins 1, qu'on identifiera à bêta. On a E1, E2, E3, et on a également la corde entièrement, qui est aussi une sous-corde d'elle-même. Donc n'importe quelle corde est sous-corde d'elle-même. Donc voilà, donc ça ce sont les sous-cordes. Donc les sous-cordes. Ok, donc voilà ce que sont les cordes. Maintenant il faut que je vous écrive ce que sont les bandes. Hop. Alors les bandes, on va donner une autre notation. Donc une bande de Q est une corde. Donc est une corde non paresseuse. Non paresseuse. Qui s'écrit comme ça. W égale pareil, hein, une suite de flèches comme ça. Alpha, I, epsilon, I, blabla. Tel que... Voilà, j'ai pas besoin de dire ce qu'il en est des alphas, j'ai pas besoin de dire ce qu'il en est du but et de la source, etc. Puisqu'on sait déjà que c'est une corde. Mais alors cette fois-ci, les propriétés sont les suivantes. Il faut que, évidemment, comme je vous expliquais, c'est une histoire de cycle. Donc il faut que le but de cette bande soit égal à la source de cette bande. Ok ? Donc, c'est-à-dire que la source de alpha 1 epsilon 1 doit être égale au but de alpha k epsilon k. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut que j'ai la possibilité de composer W par elle-même. Autrement dit, pour tout cas appartenant aux entiers naturels non nuls, je veux que WK, qui sera défini comme W fois W fois etc. fois W, K fois, soit bien une corde.
K fois est une corde. Et la dernière chose, c'est je veux que le mot que j'ai soit primitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un mot soit primitif? Je veux éviter que W soit la puissance, puisque là je vous ai introduit une puissance d'un mot, une corde. Je veux éviter que W soit une puissance d'une autre corde plus petite. D'accord? Donc W est primitif. Et ce que j'entends par là, c'est que il n'existe pas de sous-corde W0 donc tel que W est égal à W0 puissance un certain entier naturel. Différent de... donc plus grand que 2. Je vais mettre P plus grand que 2. Ok, donc voilà ce que ça veut dire que ça doit être primitif. Donc voilà ce qu'est une bande du carquois. Ok, alors si je reprends maintenant le deuxième exemple que je vous ai introduit. Donc si je reprends le carquois de Kronecker, eh bien, bêta moins 1 alpha, eh bien, on peut vérifier que ce que j'avais dit tout à l'heure, bêta alpha moins 1, eh bien, une bande de Q. Par contre, bêta moins 1 alpha, bêta moins 1 alpha n'est pas une bande. Car c'est pas primitif. D'accord? Ça vérifie bien les deux premières propriétés, mais ça ne vérifie pas la troisième qui dit que ça doit être primitif. Ok? Bon, alors voilà ce que sont les bandes, ce que sont les cordes. Et toutes les questions qu'on peut se poser, c'est en travaillant différents carquois, quelles sont les cordes et quelles sont les bandes de ce carquois. Ok? Alors je vais vous dessiner un autre carquois, et puis je vous laisse le plaisir, le loisir d'essayer de déterminer toutes les cordes et bandes de ce carquois. Donc le carquois que je vous propose, disons un carquois pas trop méchant. 3, 4, 5, et puis voilà, ouais, c'est bien. Disons... Ok, bon, je vais pas vous demander les bandes, je vais juste demander les cordes sur celui-là. Bon, on va dire voilà. Donc voilà, si je propose ce premier carquois par exemple, donc exercice. Donc voilà, si je propose ce premier carquois, puis un deuxième carquois, si je propose, disons, alors, si je propose, alors je vais faire un truc un peu moins facile. Donc voilà, donc alpha, bêta, gamma, delta, et alpha, bêta, gamma, delta. Et là, ce que je pose, c'est quelques relations, parce qu'il faut que ce soit aimable. Donc voilà, pour ces deux carquois, déterminer toutes les cordes et les bandes. Voilà. Je vous laisse en petit exercice, essayez de faire ça pour les deux carquois. Vérifiez que vous avez bien compris ces deux notions-là que je viens de vous introduire pour aujourd'hui. Ok. Et donc ces cordes et ces bandes, c'est exactement les objets combinatoires qui vont nous permettre de décrire exactement tous les modules, tous les modules, et de l'algèbre aimable, et donc autrement dit toutes les représentations de l'algèbre aimable. Vous auriez pu remarquer, si vous avez bien suivi la partie sur les représentations d'une algèbre de chemin, vous auriez pu remarquer que quand je vous ai donné ce petit exemple, donc je vais juste le refaire rapidement, quand je vous ai donné ce petit exemple, on avait pu voir un carquois assez similaire, peut-être pas le même, peut-être que l'orientation de la flèche bêta était dans l'autre sens, mais bref,
vous pourriez remarquer qu'avec ce carquois-là, on avait déjà vu les représentations de ce carquois-là, et les représentations de ce carquois-là sont, eh bien, on a tous les, ce qu'on appelle les simples, donc ceux où on a des sommets, juste un seul sommet où il y a un espace vectoriel de dimension 1 et tout le reste nul. On a les choses par rapport aux flèches. Donc vous avez celui-là, vous avez celui-là. Et vous avez également le dernier, la dernière représentation. Et vous voyez qu'en fait, vous en avez à nouveau 6, et les 6 correspondent exactement à toutes les cordes que nous avions. Donc là, ici, vous avez alpha, bêta, et ici, vous avez bêta moins 1 alpha. Donc vous voyez que tout correspond par rapport aux bandes, aux cordes que nous avons vues pour ce carquois-là. Comme j'ai dit, on avait peut-être vu les représentations avec la flèche dans l'autre sens, mais peu importe, le résultat est le même, ça ne change absolument rien. Vous pouvez vérifier que toutes les représentations que je vous ai données sont bien des représentations indécomposables, et en fait, toutes les représentations pourront s'écrire, toutes les représentations de ce carquois pourront s'écrire comme somme directe des représentations indécomposables que je vous ai décrites ici. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien entre les représentations et les cordes. Et en effet, ce lien, il est très fort, puisqu'en fait, tous les modules les modules d'une algèbre aimable, ou toutes les représentations d'un carquois à relation aimable, peuvent se décrire à l'aide des représentations, donc à l'aide des cordes et à l'aide des bandes. Donc il va falloir définir ce que c'est une représentation associée à une corde, ce que c'est une représentation associée à une bande, ok, et à l'aide de ça, on va pouvoir donner des définitions supplémentaires et décrire vraiment ce qu'il en est concernant les représentations indécomposables. Okay, et donc l'exercice que je vous propose ici, c'est exactement en fait déterminer toutes les représentations indécomposables d'un tel carquois. Okay, à peu de choses près, c'est un peu ça que je vous demande. Donc voilà, si vous arrivez à bien comprendre ce que ça veut dire les cordes et les bandes, et que vous arrivez à assez facilement faire au moins l'un des deux, je ne dis pas que le deuxième est plus dur, hein, d'accord, mais si vous arrivez au moins à faire le premier, vous aurez réussi donc à décrire toutes les représentations d'un tel carquois. Et ça, quand même, c'est plutôt pas mal, quoi, parce que voilà. Et encore une fois, c'est à cause du cadre dans lequel nous travaillons, puisque nous avons posé pas mal de restrictions. Hein. Je vous rappelle qu'on travaille avec un carquois aimable qui a des conditions sur le nombre de flèches entrantes, le nombre de flèches sortantes, etc., etc. Donc, c'est pas pour rien que voilà, les conditions ont été posées, d'accord. Et grâce à ces conditions assez restrictives, peut-être posées sur le carquois, on est capable de décrire exactement toutes les représentations, tous les modules de l'algèbre. Et ça, ça a quand même un gros intérêt, et vous verrez par la suite en quoi ça a un intérêt dans cette saison. Ok, bon voilà, j'ai fini pour cet épisode. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu et que ça peut plaire à d'autres camarades, n'hésitez pas à partager la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve, je pense, jeudi. Alors, pas sûr que ce soit jeudi, peut-être vendredi, mais en tout cas, voilà. On se retrouve en tout cas très vite pour le petit exo de colle, le prochain petit exo de colle, puis l'exo de colle, comme d'habitude. Et puis voilà, donc pour le prochain épisode, nous parlerons vraiment essentiellement de ce que sont les représentations indécomposables d'un carquois aimable, et vous verrez que ces représentations indécomposables se décriront à l'aide vraiment des cordes et des bandes. Donc il va falloir que je vous décrive ce que sont les représentations associées à une corde, ce que sont les représentations associées à une bande, et puis ensuite vous énoncez le résultat important qui dit vraiment que toutes les représentations se décrivent à l'aide des cordes et des bandes. Et puis je vous parlerai également des morphismes qu'il y a entre les représentations, parce que grâce à ces cordes et ces bandes, on est capable également de décrire quels sont les morphismes qu'il peut y avoir entre deux modules, entre deux représentations, sur une algèbre aimable ou sur un carquois à relation aimable. Ok, donc voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, réussite et autres, bien sûr. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour le petit exo de colle. Allez, salut à tous!